Voilà, et vous êtes bien sûr sur Public Sénat pour le débat maintenant après ce documentaire signé Jean-Michel Rodrigo et intitulé d'une jolie façon du sucre et des fleurs dans nos moteurs. Alors, on va bien sûr parler de cette question des biocarburants alors qu'arrive dans nos stations-service et à nos pompes ce fameux carburant E10 qui est encore plus bio que les autres. On va parler de ça bien sûr avec nos invités et des dangers potentiels sinon pour l'environnement en tout cas pour l'équilibre alimentaire de la planète de ces biocarburants. On va en parler avec Claude Saunier. Vous étiez sénateur des Côtes-d'Armor jusqu'à il y a peu, vous avez fait 19 ans de Sénat, et beaucoup de rapports sur cette question des biocarburants. En face de vous, Alain Jeanret, vous êtes directeur général de la Confédération générale des planteurs de betteraves, autrement dit vous êtes un lobbyiste, on va dire ça comme ça, et vous défendez bien sûr les biocarburants chez les betteraviers. Olivier Appert, vous êtes président de l'Institut français du pétrole, je dirais pas vous êtes lobbyiste, mais quasiment. C'est un peu... Non, nous faisons de la recherche. Bon, c'est financé par qui, l'IFP ? Financé par les pouvoirs publics. Nous sommes un établissement public au service d'enjeux sociétaux majeurs, énergie, transport, environnement. Vous considérez comme allié ou adversaire des betteraviers qui veulent faire du carburant ? Vous avez l'impression que vous êtes... Nous travaillons avec Alain Jeanroy dans un projet de biocarburant de deuxième génération. Bon. Et Guylain Gosse, vous êtes président du centre INRA de Lille, c'est comme ça qu'on dit, et vous allez bien sûr nous parler des problèmes d'alimentation planétaire, bien sûr, et aussi de ces biocarburants qu'on nous annonce de deuxième et troisième génération. Un mot d'abord sur ce reportage qu'on vient de voir et sur ce qu'il montre d'une époque donnée, parce que ce reportage a été fait en 2006, si je ne m'abuse, et on le sent très euphorique sur ces fameux biocarburants. On est en 2009, l'époque a un peu changé. Non, en termes de questions qu'on se pose sur ces carburants-là. Tout à fait. La crise environnementale est venue, la crise alimentaire dont on ne parlait pas du tout en 2006 est intervenue, les problèmes d'approvisionnement énergétique dans la durée sont intervenus, les problèmes de sensibilisation de l'opinion publique aux questions de biodiversité sont intervenus, donc les données sont changées. Puis on a un regard un petit peu plus éloigné maintenant aussi sur la réalité des apports, des bienfaits, des solutions Vous l'avez senti ça autour de vous, ce recul pris vis-à-vis des biocarburants? Je ne pense pas que ce soit un recul, parce qu'il y a du plus et du moins. Au contraire, je crois que la crise énergétique va dynamiser le développement des biocarburants, les problèmes environnementaux également. En ce qui concerne la crise alimentaire, les cours mondiaux là sont revenus à des niveaux comme ils étaient avant la crise. Donc c'est quand même et les biocarburants continuent à se développer. Donc la responsabilité des biocarburants de cette crise alimentaire, à mon avis, est tout sauf essentielle. Alors, crise alimentaire, crise énergétique, on va parler de tout ça. Je voudrais qu'on commence avec, je dirais, des définitions assez basiques pour essayer de s'y repérer sur ces biocarburants. Alors, on l'a bien sûr déjà pas mal vu dans le reportage, mais si on veut définir un petit peu ce que c'est que ces biocarburants, c'est quoi? Ça s'est fait à base de quoi? À base de quel type de plante? Dans quelles conditions, etc. Est-ce qu'on peut nous définir ça? Alors, rapidement, je pense qu'il y a deux grandes catégories de biocarburants. Des carburants donc issus de l'huile des plantes, comme le colza, comme le soja ou comme l'huile de palme. Cette huile est mélangée au gazole. C'est souvent ce que l'on appelle du diester ou du biodiesel. Biodiesel ou diester. Et ça, est-ce qu'il y en a dans les pompes aujourd'hui? Il y en a dans nos carburants? Enfin, qu'on met dans nos voitures actuellement, dans les diesels aujourd'hui? Environ 4%, vous consommez du biodiesel sans vous en apercevoir, parce que dans le diesel qui est distribué à la pompe, il y a jusqu'à 5%, jusqu'à 7% maximum de biodiesel. Bon, ça c'est déjà le cas, on n'en parle jamais trop, et pourtant ça se fait. Et ça se fait, c'est-à-dire dans les raffineries, c'est-à-dire que l'agriculture produit cette huile végétale qu'on va ajouter au diesel. Alors, cette huile n'est pas directement ajoutée au diesel, elle est transformée en ester méthylique pour que l'intérêt dans le mélange avec le diesel soit optimum. Bon, ça c'est pour le diesel. Ça c'est pour le diesel. La deuxième famille de biocarburants, c'est l'éthanol et ses dérivés. Là, ça va être la betterave, par exemple. L'éthanol, quatre grandes sources d'éthanol, c'est la canne à sucre de façon majoritaire au Brésil. Ensuite, le maïs, essentiellement aux États-Unis. Et en Europe, c'est l'éthanol ex-betterave, ex-blé. Qu'on ajoute là, pour le coup, à l'essence. L'éthanol est mélangé et ajouté à l'essence. Donc ça, c'est le fameux biocarburant qu'on voit arriver maintenant d'ailleurs avec le E10
Alors, ce qu'on peut quand même préciser, c'est que comme l'incorporation du biodiesel, toutes les essences à la date d'aujourd'hui contiennent jusqu'à 5% de bioéthanol. C'est le cas aujourd'hui. C'est le cas aujourd'hui. Par contre, on a nécessité d'aller au-delà pour atteindre les objectifs qui nous sont fixés par l'Union européenne, et c'est pour ça qu'a été arrêtée une nouvelle réglementation en France depuis le 31 janvier, d'application au 1er avril, qui autorise un mélange jusqu'à 10% d'éthanol. Et là, ce produit, ce carburant qui incorpore 10% de bioéthanol est un produit marqué, identifié et utilisable par les voitures post-2000. Bon, ça c'est ce qu'on voit arriver, c'est le fameux E10. On en parlera tout à l'heure, mais c'est ça, c'est le nouveau carburant. Tout à fait. Peut-être une question de vocabulaire. On parle jusqu'à présent de biocarburant, on peut aussi parler d'agrocarburant. Et la différence n'est pas seulement dans les mots. Je veux dire que ces productions-là supposent un autre type d'activité que les activités liées à la bioagriculture. Ce sont au contraire des activités hautement industrialisées, à très forte intensité technologique. Et donc, il y a là, dans l'utilisation des mots, une signification que je voudrais souligner. Personnellement, je préfère parler d'agrocarburant, ça me semble plus conforme à la réalité que le bio qui renvoie à des pratiques très proches des équilibres environnementaux. La question qui se pose, me semble-t-il, c'est de savoir si, par rapport aux enjeux qui ont été rappelés, c'est-à-dire les enjeux mondiaux, c'est-à-dire les enjeux par rapport à l'alimentation de la population qui va passer de 6 milliards à 9 milliards d'individus, par rapport aux enjeux environnementaux où nous devons lutter contre la déforestation parce que c'est un puits de carbone, est-ce que la réponse, je le dis de façon très neutre, est-ce que la réponse des biocarburants ou des agrocarburants est une réponse pertinente? Sur un certain nombre de points, dans la génération actuelle, je dis bien dans la génération actuelle, il faut d'avoir des réponses technologiques adaptées. Dans la génération actuelle, moi je considère que les réponses sont insuffisantes. Ça va être le cœur du débat que vous avez tout à fait bien posé. Je voudrais en finir avec mes définitions. Sur l'appellation, parce que l'appellation quand même est très importante. Pourquoi biocarburant? Parce que ce sont des biocarburants, ce sont un combustible liquide ou gazeux utilisé pour le transport et produit à partir de la biomasse. C'est la définition de la directive communautaire. Et qu'est-ce qu'on entend par biomasse? La fraction biodégradable des produits et déchets, résidus d'origine biologique provenant de l'agriculture. Donc il ne s'agit pas du tout de parler d'agriculture. Non, c'est un texte officiel à la fois réglementaire français, à la fois directive communautaire, et on ne parle que de biocarburants. Vous dites ça parce que vous avez un petit peu peur qu'à travers le terme d'agrocarburant, on indique qu'on détourne les produits agricoles vers les réservoirs des voitures. C'est ça qui vous inquiète un peu. Exactement. Donc là, il y a une définition très claire des textes. Le fond du débat est ailleurs. Oui. Je le rappelle pour la forme. J'ai le sentiment que c'est un débat très franco-français entre agro et biocarburant et que nos collègues américains ou au niveau international ne se posent pas ce genre de questions et je pense qu'ils ont entièrement raison. Alors, on va voir un extrait, on va revoir un petit extrait du documentaire que vous avez pu voir avant ce débat sur cette famille Morel à l'île Maurice qui, elle, s'est lancée, je dirais pas à corps perdu, parce que c'est ce qu'elle fait, dans ces biocarburants, en nous expliquant bien que, ma foi, si on pouvait alimenter toute l'île Maurice avec ces biocarburants, ça serait pas plus mal. Mon père était distillateur pendant la dernière guerre. Donc, quelque part, j'ai vu du biocarburant carrément dans sa voiture. Donc, ça m'est resté quelque part en tête. Et quand il y a eu la possibilité de faire une affaire conjointe avec des partenaires européens dans ce domaine, je n'ai pas hésité une seconde. Je n'ai même pas eu le temps de réfléchir que j'ai dit « Nous sommes partants avec vous et nous allons réussir ce projet ». C'était un créneau à exploiter. Il suffit de voir aujourd'hui les prix de l'éthanol sur le marché mondial. Il y a un manque d'éthanol. Et il y aura certainement un manque d'éthanol dans de nombreuses années à venir. Il faut comparer avec ça assez rapidement. C'est pas sortir. Tout un pari que certains pourraient considérer comme faux, c'est une réalité et vous avez pu voir vous-même, constater de visu la qualité du produit. Regardez-le, les spécifications dépassent même ce que nous attendons comme qualité utilisée internationalement. Voilà.
Et ça, c'est signé Jean-Michel Rodrigo. En tout cas, c'est un extrait du documentaire de Jean-Michel Rodrigo. Alors, vous mentionniez tout à l'heure qu'il y avait un effort très important fait en faveur des biocarburants. Au Brésil, on le sait, on l'a vu dans le reportage avec la canne à sucre. Aux États-Unis, avec le maïs. C'est quoi la situation en France? Quelle est la part de la production agricole qui va dans les raffineries, si je puis dire? Alors, juste, schématiquement, en France et en Europe, le gros des biocarburants est fourni par le biodiesel. Donc c'est la filière huile et la filière colza en Europe qui représentent la majorité des hectares qui sont mobilisés pour passer en biocarburant. À côté de cela, je dirais que les filières éthanol, qu'elles soient blé ou betterave, c'est d'un ordre de grandeur inférieur par rapport aux filières huile. Par exemple, en France, culturellement, on roule plus au diesel qu'à l'essence en Europe, voilà. Hein, et notamment en France. Mais si on peut donner un chiffre, lorsqu'on nous aurons atteint les 7% qui sont prévus d'incorporation de bioéthanol dans l'essence en France, eh bien, on peut considérer qu'on aura utilisé 3% des surfaces céréales et betteraves. Ça veut dire que 3% des surfaces cultivées en France serviront à alimenter nos réservoirs. C'est ça l'idée. Oui, je conteste un peu ce chiffre. Des études montrent que si on vise l'objectif qui est fixé par l'Europe, à savoir 10% sur l'espace européen, c'est 20% des terres arabes. Et là, le chercheur de l'INRA confirme mes chiffres. Mais je voudrais souligner qu'on ne peut pas avoir un argument fondé uniquement sur la problématique d'une comptabilisation hexagonale, voire européenne. Nous sommes dans un marché mondial. Ce que nous consommons sous forme de carburant et qui vient des huiles végétales, nous alimentaire qui ne va pas. En compensation, nous importons et d'une certaine façon, c'est comme sur le marché de la viande. Nous produisons des cochons, nous produisons de la viande à partir de soja brésilien et nous contribuons indirectement à la désertification, à la déforestation brésilienne, comme notre consommation d'un certain nombre d'agrocarburants contribue puissamment à la déforestation dans l'Asie du Sud-Est. Donc il y a une vision mondiale que nous devons intégrer. Sur l'exemple de l'alimentation animale qui se fait à partir de tourteaux de soja essentiellement, lorsqu'on produit 1 kilogramme ou un kilogramme de biocarburant à partir d'huile, on produit du tourteau de colza qui est un élément de l'alimentation animale et qui vient en substitution du tourteau de colza, du tourteau de soja qu'on importe. Donc l'argument que vous donnez sur substitution, interaction avec le soja au Brésil, au contraire, la production de biocarburants hexagonale ou européenne contribue, elle, à réduire ses importations de tourteau de soja. Oui, cet élément est intéressant parce que ça nous amène en effet à la nécessité de clarifier les données de base. Et je ne voudrais pas que le débat s'enlise dans un débat de type artificiel comme celui qu'on a eu sur les OGM ou qu'on peut avoir sur les nanotechnologies. Il faut en revenir aux fondamentaux, à quelques concepts simples, vérifiés et qui fassent objet d'un consensus. Après, on peut débattre. Et je pense qu'en effet, il y a un certain nombre de questions qui sont posées sur les effets sur l'environnement, sur la biodiversité, et je le répète, à l'échelle planétaire. Qu'est-ce qu'on dit à l'IFP là-dessus? Parce que je crois que vous aviez des schémas à nous montrer aussi sur la proportion que représentent les biocarburants dans la consommation mondiale. Alors, la situation actuelle dans le domaine d'approvisionnement en énergie du secteur transport, c'est que 97% de la consommation d'énergie de ce secteur provient de produits pétroliers. Il est clair qu'une priorité ça veut dire 3% qui vient de 3% vient d'autre chose, dont au niveau mondial 1,5% de biocarburants. Je ne sais pas si on a les schémas que. Voilà, c'est ce schéma-là, hein, qui voilà. Donc, 1,5% de biocarburants. Le GPL, c'est le gaz de pétrole liquéfié, le GNV. Parce qu'en rouge, c'est quoi? En vert, c'est quoi? Alors, en rouge, dans le rectangle, c'est les biocarburants, 1,5%. En bleu, dans ce rectangle, c'est le GPL, gaz de pétrole liquéfié. Et en jaune, c'est le gaz naturel véhicule, qui sont, d'une façon ou d'une autre, des hydrocarbures. Ce sont les alternatifs au pétrole, et ça représente que 3% de ce qu'on consomme. Ça représente que 3%. Et le grand vert et le grand rouge, c'était quoi? C'était l'essence et diesel, j'imagine. Le grand vert, c'est le diesel, et le grand rouge, c'est l'essence. Ça, c'est ce qu'on consomme globalement.
Tout à fait. Alors, je crois que on est convaincu que le premier substitut des produits pétroliers dans le domaine du transport, ce sont les biocarburants. Mais c'est pas la panacée. Il est évident que si on veut remplacer la totalité de la consommation de carburant dans le monde ou en France par des biocarburants, on arrive à des aberrations. Est-ce que c'est... Je vous permettez de donner un chiffre. Il s'agit simplement de dire qu'on est une partie de la solution, et j'ajouterais que effectivement les objectifs qui nous sont fixés par Bruxelles de 10% en 2020, c'est comme vous l'avez dit 15 à 20% des surfaces céréales et betteraves, mais à diviser par deux, puisque en gros nous produisons en coproduit pour l'alimentation animale à peu près l'équivalent de moitié de cette surface. Donc c'est beaucoup moins, c'est plutôt de l'ordre de 7,5%. Mais ça donne produit à la fois des biocarburants sur ces 10 ou 15%, il y aura la moitié qui servira aux biocarburants et la moitié à nourrir des animaux. C'est ce que vous disiez à l'instant. Je voudrais ne pas minorer, ne pas donner l'impression qu'on minore les chiffres. Il y a une autre donnée planétaire qui doit être prise en considération. Si nous intégrions, si nous transformions en agrocarburant la totalité de la production de plantes qui produisent de l'amidon et du sucre, cela ne correspondrait qu'à 40% de la consommation de carburant dans le monde. Je veux dire que je ne veux pas dire que c'est une impasse. Je veux dire qu'on comprend bien que l'humanité ne pourra pas se passer de la consommation alimentaire de toutes ces plantes qui produisent du sucre et de l'amidon. Donc, je veux dire, ça peut être un élément de contribution. Et moi, ma thèse, c'est que, encore une fois, j'en reviens à la génération actuelle des agrocarburants. Le rendement global énergétique des agrocarburants m'amène à considérer que ça n'est pas la solution la plus forte, mais par contre, en effet, il faut travailler sur une solution qui intègre la lignine, etc., et qui soit globalement plus efficace. Alors, pour être complet sur cette histoire de qu'est-ce qu'on peut produire avec de l'agrocarburant, je crois qu'à l'échelle de la France, si la France, toutes les terres cultivables en France ne servaient qu'à produire ça, est-ce qu'on arriverait à satisfaire nos besoins énergétiques en matière de pétrole ou pas? C'est la totalité de la France. C'est ça, hein. Il faudrait que toutes nos cultures soient consacrées uniquement au biocarburant. Et si on avait à substituer la totalité, si on ne pouvait plus utiliser les combustibles fossiles, c'est 2 planètes qu'il nous faudrait. Voilà. Pour satisfaire quoi? Nos besoins de la planète. Absolument. Il faudrait 2 planètes entières. 2 planètes entières pour répondre aux besoins. Absolument. Absolument. Donc voilà, on a compris que c'était une impasse. Oui. Je vais donner des ordres de grandeur. C'est-à-dire que clairement, il y a le problème du conflit entre usage alimentaire et usage énergétique des terres. Et pour éviter de se heurter à ce conflit, on ne peut pas dépasser en France ou en Europe un montant de l'ordre de 5 à 7% d'approvisionnement de part de marché des biocarburants pour la fourniture de substituts à l'essence ou au gazole. Pour aller au-delà, parce que la directive parle de 10%... on a fixé à 5-7%, c'est ça, hein? C'est pas fixé, c'est un ordre de grandeur. C'est-à-dire que si on va au-delà, à ce moment-là, on se heurte à des problèmes de concurrence. Plutôt que de produire du blé pour l'alimentation, à ce moment-là, on produira des biocarburants pour mettre dans le moteur. Donc là, c'est une première ligne. Pour aller au-delà... Excusez-moi, parce que si je comprends bien, ça veut dire que tant qu'on reste dans ces étiages-là, 5-7%, on n'inquiète pas la production nourricière. Encore que ça n'est pas l'avis de la Banque mondiale, qui indique que lors de la dernière crise alimentaire, avec la flambée des prix des aliments dans le domaine, etc., l'impact de la consommation de maïs, notamment aux États-Unis, a été déterminant dans la flambée des prix du maïs. Alors ça, c'est tout de même l'avis de la Banque mondiale. C'est tout de même un peu étonnant, parce que il y a beaucoup d'études qui ont montré qu'en 2007, au moment où le maïs flambait, les États-Unis ont satisfait entièrement leur production de biocarburants maïs et ont satisfait entièrement leurs exportations. Donc, d'où vient cette augmentation des... Ça ne vient pas du problème des exportations. Les avis sont des spéculateurs, qui a été déterminant dans ce qui s'est passé. Et la preuve, c'est qu'en 2009, on produit encore plus de biocarburants qu'en 2008 ou qu'en 2007, et que les prix des matières premières sont tombés. Sauf que c'est la conjonction. Il y a un vrai problème de disponibilité de l'offre par rapport à une demande qui a explosé. Je suis d'accord avec vous, mais c'est la conjonction entre une série de mauvaises récoltes et en effet l'impact marginal et déterminant. J'aimerais bien qu'on revienne dans un instant sur la crise alimentaire.
documentaire est sur les conséquences à long terme de l'utilisation des biocarburants et de la culture des biocarburants. Est-ce qu'on peut parler de ce qui vous paraît être les avantages des biocarburants? C'est-à-dire en quoi ça serait bien qu'on s'oriente davantage encore vers ces biocarburants? Vous dites quoi? Vous allez me dire c'est renouvelable, c'est une énergie renouvelable. Oui, ça vous allez me dire comme premier avantage. Oui, mais je crois que si on y va, c'est qu'il y a quand même des avantages. Oui, mais la directive communautaire a été très claire là-dessus. La directive communautaire qui vient de fixer ses objectifs de 10% de part de marché en 2020 pour les biocarburants, eh bien, elle est très claire. 2 objectifs. Indépendance énergétique de l'Union européenne. Ça, c'est clair. Ça contribue à. Exactement. Et deuxièmement, diminution immédiate des émissions de CO2. Si vous remplacez 1 litre d'essence par 1 litre d'éthanol, de bioéthanol de betterave, c'est 60%, 62 exactement de CO2 en moins dans l'atmosphère. C'est écrit dans la directive. Ça veut dire quoi, ça? Mais ça veut dire tout simplement. Quand on le brûle, eh bien, tout simplement parce que la plante, pendant toute sa croissance, a absorbé du CO2. C'est la fonction chlorophyllienne qui fait qu'on transforme l'énergie solaire en matière organique. Et par rapport à ce que l'on consomme d'énergie fossile, fabrication de la semence, utilisation du tracteur, transport, acheminement à la station, etc., eh bien, le bilan est positif de 60%. Et ça, c'est écrit dans la directive. Là, oui. J'aimerais pas être d'accord. L'avantage également, j'en finis là-dessus, c'est que là aussi, il y a des études très claires. Nous transformons l'énergie solaire en énergie liquide par la production d'éthanol. Et en gros, pour une unité fossile nécessaire dans toute la production de bioéthanol, on en rétrocède 2,5. C'est un bilan énergétique en plus qui est très positif. Bon, donc vous dites, et c'est votre boulot, vous nous expliquez que le bilan... C'est des éléments, factuels, le bilan en gaz à effet de serre du biocarburant est largement positif. Excusez-moi, on oppose les chiffres, les chiffres aux chiffres. En ce qui concerne le bioéthanol produit au Brésil, le bilan énergétique, canne à sucre, à partir de canne à sucre, le bilan énergétique est positif incontestablement, puisque pour 1 litre d'énergie fossile introduite, on en récupère 7 à 8. En ce qui concerne, mais les données, je veux dire que le bilan, attendez. 1 litre d'énergie fossile introduite, ça veut dire quoi? Permet de récupérer l'essence que j'ai mis dans mon moteur pour cultiver tout ça, pour transporter pour les engrais, etc. Les engrais qui sont faits à base de pétrole, c'est tout ça. Voilà, et ça produit 7 litres de biocarburant ou d'agrocarburant. Donc le bilan est incontestablement positif. Mais nous sommes au Brésil, en climat chaud et humide, et la productivité végétale, là, n'a rien à voir avec la productivité végétale ça, c'est la canne à sucre. Voilà. En ce qui concerne les chiffres, alors justement, c'est à comparer aux 2,5 que nous avons. Justement, s'agissant de la betterave, du maïs, des produits cultivés en Europe, le bilan est loin d'être comparable. L'étalon se situe entre 0,7 dans la version, c'est-à-dire que, en gros, dans certaines productions, on récupère moins d'énergie qu'on en a introduit sous forme. C'est qu'on a dépensé, par exemple, 1 litre de carburant pour en récupérer 0,6. Jusqu'à, je précise, entre 0,6 et 1,5. Dans le meilleur des cas, je veux bien faire crédit de 1,5. Voilà le chiffre que j'ai, moi, qui est une référence. Alors, l'INRA qui va nous départager éventuellement. Non, je ne sais pas si l'INRA va vous départager. Lorsqu'on regarde l'ensemble des études qui ont été faites sur ces bilans de gaz à effet de serre au niveau de la planète, qui ont été faites par les Américains, par les Européens, par les Français, toutes les études, sauf celle de Pimentel, toutes les autres études montrent que c'est positif. Premièrement, c'est-à-dire que toutes les productions de biocarburants permettent une économie de gaz à effet de serre. Toutes, sauf une seule, Pimentel, et il y a un gros problème de méthodologie. Deuxième aspect que montre largement positif, moyennement. Le deuxième aspect que montrent toutes ces études, c'est qu'il y a une très grande variabilité suivant les études.
très grande variabilité que l'on peut expliquer, et c'est les chiffres que vous donnez, ça peut aller de 1 à 1,5, 1,6. Ce sont des chiffres de l'INRA, je suis désolé Oui. que je produis. Mais le 0,7, je suis pas sûr. Mais la très grande variabilité, ça c'est exact. C'est lié à des problèmes de méthodologie, c'est lié à des problèmes de contexte. Comparer le Brésil, comparer l'Europe, comparer une unité de distillation qui marche au charbon ou qui marche au gaz, c'est complètement différent. Vous faites marcher une unité de distillation à la lignite, vous allez avoir un rendement négatif. Mais globalement, toutes ces filières sont positives. Donc, et le gros enjeu aujourd'hui, c'est de travailler à l'amélioration lorsque c'est pas très bon. C'est ça, je crois qu'on est sur Mais encore une fois, je voudrais revenir sur la notion de bilan global, parce que quand on entre dans la problématique de la création d'agrocarburants ou biocarburants, il faut introduire la dimension globale, ce qui se passe au Brésil, ce qui se passe dans l'Asie du Sud-Est. Et par exemple, sur l'effet de capture de gaz à effet de serre, une palmeraie qui produit donc de l'huile de palme capte 60 tonnes par hectare de CO2. La forêt tropicale humide primaire qui la précédait en capte 300 tonnes. Voilà. Donc il y a une approche là, et je voudrais dire que des gens qui sont... Il est bien évident dans notre esprit qu'il n'est pas du tout, nous ne sommes pas du tout prêts à aller défricher la forêt de Compiègne pour mettre de la betterave à la place. Parce qu'effectivement, là, le bilan serait nettement négatif. Bon, alors si ça peut mettre tout le monde d'accord... On ne pourra pas vous départager là-dessus et qu'il est assez compliqué quand même d'y voir clair dans les chiffres, hein, parce que les bilans sont compliqués à faire. Les bilans sont compliqués à faire, c'est ce que vous disiez sur les analyses de cycle de vie. La Commission a bien pris en compte dans sa directive ce problème-là, puisqu'elle a introduit ce qu'on appelle des critères de durabilité. C'est-à-dire que les biocarburants ne seront autorisés qu'à condition qu'ils aient un bilan, alors critères de durabilité, un bilan énergétique, un bilan environnemental qui soit favorable. Et aujourd'hui, compte tenu des méthodologies, il y a un problème de méthodologie complexe sur lequel je ne rentrerai pas. Il va falloir se mettre d'accord sur le thermomètre, quoi, hein, voilà. grosso modo, sur l'unité de calcul. Mais suivant avec les études qui ont été faites, on s'aperçoit que la quasi-totalité des biocarburants respectent ce critère de 35%. Alors, le critère de 50%, il faudra travailler un petit peu plus. Je remercie M. Appert de faire cette mise au point parce qu'on a évoqué en effet la directive européenne, mais très partiellement. La directive précise les conditions auxquelles en effet l'agriculture sera soumise et qu'elle devra respecter. Et tenant compte de l'éthanol de betterave ou de blé produit justement en France respecte toutes ces conditions. Alors, on a dit que c'était une énergie renouvelable. On a dit qu'elle avait des bilans énergétiques qui étaient globalement positifs, même si c'est pas encore suffisant. En tout cas, on veille à ça, il faut travailler à améliorer. Juste un mot sur l'eau, la consommation d'eau de certaines de ces cultures qui paraît-il est quand même problématique. Oui, mais la consommation d'eau, lorsque vous faites aujourd'hui un hectare de betterave... L'eau, c'est une denrée qui va devenir rare aussi. C'est exact, et justement, on en discutera sur les problèmes en zone tropicale, qui sont des problèmes clés. Mais lorsque vous faites un hectare de blé ou un hectare de betterave à des fins, ou un hectare de colza à des fins alimentaires, ou que vous le faites à des fins non alimentaires, la consommation en eau est exactement la même. C'est la même variété, la même technique de culture. Non, mais la question, c'est quitte à sacrifier l'eau, est-ce que c'est pour se nourrir soi-même ou est-ce que c'est pour nourrir ma voiture? C'est ça la question, derrière ça, qu'on peut se poser. Alors justement, puisqu'on parlait tout à l'heure de la forêt, pas tropicale, mais de la forêt... Oui, la forêt équatoriale. En Asie du Sud-Est, qui était remplacée par des cultures de palmiers, etc. On a parlé aussi dans ce reportage de la forêt amazonienne, mais on y revient, et on va voir effectivement les interrogations qu'on se pose sur la disparition éventuelle de la forêt amazonienne pour aller installer partout de la canne à sucre, si rentable d'un point de vue des biocarburants. On va voir ce deuxième extrait du documentaire. La ruée vers ces territoires serait la ruine de la diversité biologique. Et ça serait la ruine du Brésil tout entier, puisque faisant disparaître la forêt, qui est une gigantesque éponge, on pourrait dire, qui conserve l'eau dans toute cette région, eh bien, on risque d'assécher une grande partie de l'Amazonie et de, entre guillemets, tuer la poule aux œufs d'or. Dans ce cas-là, on aurait un désastre écologique, assèchement, désertification, perte de biodiversité, et on aurait un grand déséquilibre alimentaire et sans doute un déséquilibre énergétique. Et il n'est pas impensable, si certains scénarios de changement climatique ne se trompent pas, que l'Amazonie puisse être désertifiée relativement vite. Ce n'est pas vrai. D'abord parce que nous, Brésiliens, sommes les premiers concernés par la protection de l'Amazonie.
Nous n'avons aucune envie de détruire la plus grande forêt du monde. C'est la première chose. La seconde, c'est que l'Amazonie est une région totalement inappropriée à la culture de la canne à sucre. Le rôle du Brésil dans l'essor des biocarburants est absolument essentiel. Nous devons être capables de faire connaître le résultat de nos efforts pour que le reste du monde ait envie de suivre cette voie. Il n'y a là aucune volonté de domination. Personne n'acceptera demain qu'un pays cherche à dominer le marché des biocarburants, tout comme aujourd'hui, nous sommes les premiers à ne plus accepter d'être dominés par qui que ce soit sur le plan pétrolier. Si le monde fait le pari des biocarburants, il ne le regrettera pas. Il trouvera un nouvel équilibre plus solide, parce que la répartition de l'énergie sera beaucoup plus démocratique qu'avec le pétrole. Voilà, alors on est vraiment dans le cœur du sujet et le cœur des interrogations, éventuellement des peurs qu'on nourrit maintenant vis-à-vis de ces biocarburants. Je voudrais vous citer deux déclarations, enfin celle de Jean Ziegler que vous connaissez bien, qui s'occupait jusqu'à l'an dernier à l'ONU des questions d'alimentation et des droits de l'homme et qui parle lui de crimes contre l'humanité à propos des biocarburants. Alors c'est peut-être un peu fort, on connaît le personnage, il est assez exubérant dans ses déclarations. Et Philippe Chalmin qui lui est un économiste de Dauphine et qui dit que les carburants verts seraient au final coûteux, polluants et responsables de la crise alimentaire. Donc ce sont aussi des gens qui réfléchissent et qui ont des points de vue quand même assez contrastés sur les avantages et les inconvénients qu'il y a à attendre de ces fameux biocarburants. Est-ce qu'on ne joue pas avec le feu? Et est-ce qu'effectivement, pour parler de la crise alimentaire qu'on a connue l'an dernier, est-ce qu'elle n'est pas... se reproduira fondamentairement, on va passer de 6 milliards à 9 milliards. Donc il faudra bien donner à manger. 9 milliards d'individus sur la planète, est-ce qu'on ne joue pas avec le feu, avec ces hydrocarburants, ces biocarburants, en allant mettre dans nos réservoirs de nos voitures, encore une fois, ce qu'on est censé manger? Je crois qu'il faut surtout maîtriser les choses. Je veux dire que moi je ne suis pas sur une position intransigeante de refus. Les biocarburants ou agrocarburants peuvent apporter un élément de réponse. Mais il faut voir quel est l'impact global, environnemental, alimentaire sur l'ensemble de la planète. Et encore une fois, je le répète, nous sommes dans une économie mondiale, une économie ouverte. Les décisions que nous prenons en tant que consommateurs, en tant qu'usagers, ont des conséquences à l'autre bout de la planète. Est-ce que ça veut dire que quand moi je mets... J'ai été en Amazonie, j'ai vu sur le terrain quel est le cycle du soja. Et j'ai vu sur le terrain, en tant qu'ancien élu de Bretagne, première région productrice d'animaux. J'ai vu que c'est en Bretagne, dans nos assiettes, que finalement nous contribuons à la déforestation de l'Amazonie indirectement. Donc, pour nourrir nos animaux. Absolument, absolument. Bien sûr. Et maintenant, ça va être la même chose pour nos réservoirs de voitures, c'est ça? Absolument, absolument. Je suis tout à fait d'accord avec vous là-dessus. La déforestation viendra par le soja beaucoup plus que par la canne à sucre qu'on ne pourra jamais cultiver sur l'Amazonie, pour des raisons essentiellement climatiques. La canne à sucre a besoin de périodes sèches pour qu'on puisse la récolter. On n'a pas de période sèche en Amazonie. On mange trop de viande déjà. Encore que les choses sont un petit peu plus compliquées, parce que j'ai bien vu les choses. Il y a des évolutions génétiques du côté du soja, etc., et de la canne à sucre. Mais surtout, si la canne à sucre conquiert des terres utilisées aujourd'hui par le soja, lui, s'installera sur la forêt. L'expert de l'INRA nous dit quoi là-dessus? Sur ce déséquilibre annoncé. Vous dites, le premier danger, c'est l'alimentation. On mange trop de viande dans le monde et donc, pour nourrir ce bétail-là, il faut trop d'alimentation végétale et c'est dangereux, première chose. Mais est-ce qu'on ne va pas accentuer le phénomène en mettant en plus le reste dans les réservoirs des voitures? C'est ça. Il suffit d'avoir quelques chiffres. En production végétale, vous avez 1 hectare de production végétale. Si vous mangez de la viande blanche, du poulet, du porc, il vous faut à peu près 3 hectares. Oui. Pour avoir de la viande rouge, il vous en faut 7 à 9 hectares. Oui. Pour nourrir les bestiaux qu'on va manger après. Oui. D'accord. La différence entre la viande rouge et la viande blanche est très importante. D'accord. Donc, les choix de société en matière de nutrition, de ration alimentaire, est beaucoup plus importante que les biocarburants dans tout ça. Les biocarburants, c'est peanuts dans le système. Pour l'instant, oui. Pour l'instant, oui, mais si on reste autour de 10-15%, ça restera peanuts. Sauf l'évolution du niveau de vie. Oui, absolument. Il faut penser aux Indiens, il faut penser aux Chinois, il faut penser à ces milliards de personnes qui, légitimement, vont accéder à un niveau de vie comparable au nôtre et au niveau alimentaire. Deuxièmement, il faut intégrer aussi la crise environnementale, la crise climatique. Je veux dire qu'on entre dans une phase fondamentalement de réchauffement de la planète et on sait ce qui va se passer à une vitesse
effrayante de désertification de secteurs entiers de la planète. Donc la problématique de l'eau, la question de l'affectation de l'eau, je rappelle que 70% de la consommation de l'eau par l'humanité est affectée aux besoins de l'agriculture. Donc ce que nous allons faire des ressources en eau n'est pas secondaire. Vous étiez au Grenelle de l'environnement et moi j'ai gardé le souvenir qu'à la fin de ce Grenelle de l'environnement on s'est dit bon les biocarburants, et je crois que M. Borloo avait dit on va se calmer un petit peu, on va être prudent, on va faire pas un moratoire mais tout comme. Oui. Bon, et puis je vois que dans le même temps on m'amène à la pompe maintenant un E10, un nouveau carburant qui comprend... La conclusion du Grenelle de l'environnement qui a été officialisée par le discours du président de la République à l'Élysée annonçait que s'agissant des biocarburants, on allait confier à l'ADEME le soin de faire une étude permettant de mettre les choses à plat. Alors, elle est où l'étude ? Je n'en ai pas entendu parler depuis. Par contre, j'ai entendu parler de décisions qui mettent la France même en avance par rapport aux objectifs européens. Pour ma part, j'avais fait un ou deux rapports sur ces questions-là et j'avais préconisé un moratoire sur les biocarburants. Rassurez-nous là-dessus. L'étude de l'ADEME, il se trouve qu'avec l'INRA, on a été associé à cette étude. C'est une étude sur l'analyse du cycle de vie, ce à quoi je faisais allusion tout à l'heure. Et cette étude a permis d'éclairer la position de la France dans le cadre de la discussion sur la directive européenne et qui a donné lieu à ces critères de durabilité. Donc cette étude, elle existe et cette étude, en fait, a confirmé ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que le bilan des biocarburants n'est pas désastreux, c'est pas la panacée, mais le bilan des biocarburants satisfait aux critères de durabilité. Expliquez-moi cette contradiction apparente, moi, que j'ai cru repérer entre effectivement ce discours officiel qui me dit attention les biocarburants, on va peut-être attendre les générations suivantes, on va définir après ce que ça veut dire que les deuxième ou troisième générations en matière de biocarburants, attendons un petit peu, calmons-nous, et puis dans le même temps, encore une fois, je vois arriver à la pompe un E10, et je vois qu'on continue à encourager les biocarburants. Il y a une directive qui a été adoptée au niveau de l'Union européenne sous présidence française, mais le Grenelle de l'environnement n'a pas été négatif sur le biocarburant, il a simplement entériné les objectifs qui étaient fixés depuis un certain nombre d'années qui conduisent à ce que la France effectivement soit un peu en avance, effectivement, et M. Borloo a effectivement présidé un conseil où on a adopté cet objectif sous des critères de durabilité que nous respectons bien évidemment dans les productions de 10% pour horizon 2020. Donc la France a un petit peu d'avance. Je vous dis simplement la chose suivante. Actuellement, on produit en France 50% du bioéthanol produit en Europe, c'est-à-dire 10 millions d'hectolitres pour 20 millions, en gros, pour faire simple. Le marché de l'Union européenne en bioéthanol, ça sera 200 millions d'hectolitres. Et j'espère que les outils de production que nous avons mis en place vont permettre qu'on devienne un peu leader dans cet approvisionnement de l'Union européenne. Mais je voudrais revenir un instant sur votre vraie question sur le débat alimentaire. Il y a un autre élément qu'il faut absolument ne pas oublier, c'est que nous touchons là, en matière de développement des biocarburants, à quelle politique agricole se pratique dans les quatre coins de la planète. Quand vous comprenez qu'il y a des gens en Indonésie qui acceptent de déforester la forêt primaire pour faire de l'huile de palme, que vous avez des gens qui font du coton ou du café ou des fèves de cacao pour exporter et non pas se nourrir parce que justement la Banque mondiale les a mal conseillés, quand la Banque mondiale qui investit ses 12% de ses aides accentuer ce phénomène en valorisant les biocarburants. Le G8 vient de se réunir pas plus tard que le début de cette semaine. Et qu'est-ce que vient de dire le G8 dans ses conclusions? C'était consacré uniquement à la politique agricole de la planète. Il faut réinvestir dans l'agriculture. Nous avons actuellement... mais dans l'agriculture pour se nourrir d'abord. Et nous avons actuellement 500 millions de kilomètres carrés sur la planète. 150 millions de kilomètres carrés émergés. 15 millions de kilomètres carrés cultivés. Et quand on retire les montagnes, les déserts, les zones humides à protéger, les forêts équatoriales, etc., il nous reste à peu près 3 fois les 15 millions que nous cultivons de disponibles. Et là, il manque d'investissement, d'intrants. Juste un mot quand même, et ça vous concerne sur le prix, puisque vous dites ça, vous dites on a constaté effectivement que pour des logiques économiques, on pouvait enlever la forêt, etc., pour planter des choses plus rentables. Je souhaiterais qu'on aborde les questions des prix le risque qui va se passer avec les biocarburants, puisqu'ils sont un peu alignés, ces cultures-là, sur le prix du pétrole. Est-ce que c'est pas ça qui va se passer? Je voudrais, excusez-moi, je ne peux pas vous dire d'ailleurs, il y a peu de temps avec la... Je souhaite faire la transition. On ne peut plus raisonner
sur les biocarburants quand le prix du pétrole est à 40 $ le baril, ou quand il est à 80, ou quand il est à 100. Et aujourd'hui, compte tenu du pétrole qui est à 40-50, en effet, des grosses entreprises, y compris nord-américaines, ont les plus grandes difficultés économiques. Et la filière de l'agrocarburant européenne ne peut s'en tenir que s'il y a un engagement massif des pouvoirs publics. On parle, pour atteindre l'objectif des 10% en 2020, on parle de 22 milliards d'euros. À une augmentation des prix agricoles. Je vais donner un élément. Atteindre l'objectif qui a été fixé suppose un engagement financier de l'Europe à hauteur de 22 milliards d'euros en 2020. Au travers des dégrèvements fiscaux, etc. La question. Il y a eu une flambée des prix. Est-ce qu'on pousse effectivement à une augmentation des prix en s'engageant sur la piste des biocarburants? Parce qu'on se réfère maintenant au pétrole. Oui. Alors le pétrole baisse, les prix baissent, mais quand le pétrole va remonter, ça va remonter. Le prix des biocarburants dépend du prix des matières premières agricoles en très grande partie. Est-ce qu'il n'est pas lié de plus en plus au prix du pétrole? Ce sont des marchés qui sont totalement différents. Il se trouve que de façon exceptionnelle, en fin 2007, début 2008, il y a eu une flambée des prix de l'énergie, une flambée des prix des métaux, une flambée des prix agricoles. Et donc certaines personnes ont dit c'est les biocarburants qui ont conduit à la flambée des prix des produits agricoles. Les mêmes causes il y a même eu une flambée des prix du lait. Il se trouve que les mêmes causes, il y a peut-être des causes communes et pas uniquement les biocarburants. Les causes communes, c'est l'émergence de la Chine et de l'Inde. Oui. C'est des périodes de sous-investissement dans le domaine de l'énergie, des métaux et des produits agricoles dans les années 90. Et c'est cela. C'est pas une crainte qu'il faut que nous ayons de se dire que de plus en plus, effectivement, le prix de référence est au-dessus du pétrole et comme le pétrole, on sait, va devenir rare et cher. Oui. Les prix agricoles vont devenir de plus en plus. Il faut s'en tenir à la sagesse de l'Union européenne qui justement a mis des normes de durabilité à la production de matières premières. Il faut effectivement que ces normes qui sont appliquées en Europe pour produire la betterave, le blé, soient les mêmes en Indonésie ou ailleurs. Je pense vraiment qu'il y a un lien. On est en économie globale, qu'il y a un lien entre le prix des agrocarburants et le prix du pétrole. Et au risque d'être impopulaire, je pense que nous payons aujourd'hui l'énergie à un prix insuffisant. Et M. Appert ne me contredira pas. Je crois qu'on prend, oui, pour ne serait-ce développer que d'autres énergies de substitution. Développer parce qu'on prend un risque, absolument, et on prend un risque sur l'approvisionnement futur dans 5 ans, 10 ans, en matière d'énergie fossile. On arrive au terme de l'émission. Juste un mot, et là c'est le scientifique de l'INRA. J'interroge la personne qui sait comment on va nourrir la planète et comment on va nourrir nos enfants demain. Est-ce qu'on prend un risque, à votre avis, de scientifique, de spécialiste, aujourd'hui, avec ces affaires des biocarburants, pour la façon qu'on aura de nourrir nos enfants plus tard? Alors, avec les niveaux... C'est la dernière question, vous avez 30 secondes pour répondre. Avec les niveaux qui ont été fixés par l'Union européenne, les critères de durabilité qui ont été fixés au niveau de l'Union européenne, je ne pense pas qu'on prenne de risques. On les prendra d'autant moins qu'aujourd'hui, on est en train de préparer, derrière les carburants de première génération, qui sont celles dont on vient de débattre, on vient de préparer. Il y a un programme Futurol dans lequel nos organismes sont lourdement impliqués. Avec les deuxième et troisième générations. Pour produire des biocarburants à partir de lignocellulose, c'est-à-dire à partir non plus uniquement des organes de stockage qui produisent du sucre ou de l'amidon ou de l'huile, mais avec tous les tissus de soutien. Et on augmente très largement l'assiette de collecte. La plante nourricière continuera à nourrir et ce seront les déchets ou les enveloppes, etc. qui serviront à faire du carburant et d'autres espèces qui ne produiront pas d'alimentaire. Et on n'a pas eu le temps, mais parce qu'on n'a pas eu le temps, parce que c'est un sujet trop riche de parler non plus des troisième générations, si j'ai bien compris. Il vaut mieux rester sur la première et la seconde. C'est imaginer qu'on va cultiver des algues sur le plateau continental pour faire après du carburant et là on se dit, l'avenir est à nous. Voilà. C'est pas le premier débat, c'est pas le dernier sur la question, mais c'est une question qui nous touche parce qu'effectivement, à travers le pétrole qui nous touche tous les jours, on touche aussi à l'alimentaire et là, ça nous touche aussi 3 fois par jour. Enfin, merci en tout cas, merci à vous tous d'avoir participé à ce débat. Merci à Anaïs Jeunet de l'avoir préparé. Je vous précise que vous allez voir s'afficher notre adresse internet pour nous écrire, évidemment, pour communiquer entre vous, pour regarder l'émission si vous le souhaitez. Je ne sais pas si elle est où cette adresse internet, elle va venir. Et puis, je voudrais vous préciser qu'on se retrouvera bientôt pour un prochain docu-débat et cette fois-ci on parlera,
du Sénat, de cette maison qui nous abrite et de cette maison dont on est effectivement d'une certaine façon, on se fait l'écho à travers cette chaîne Public Sénat. Donc un grand documentaire qui vous fera découvrir et le fonctionnement et les coulisses aussi du Sénat. À bientôt.